militaires et paramilitaires vont voter de la même manière que les autres citoyens, c'est-à-dire en tenue civile. Chaque électeur doit présenter ses cartes d'électeur et d'identité nationale. À l'issue de leur vote, les urnes contenant les listes d'émargement sont scellées et acheminées au tribunal départemental pour le dépouillement qui se fera en même temps que les votes civils du même bureau. Pour des raisons de sécurité et de maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire national, les hommes dits de tenue vont voter samedi pour une partie et d'entre eux dimanche pour l'autre partie. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'actualité par rapport à la campagne électorale. L'actualité à présent de nos institutions, le Sénat. 3 projets de loi viennent d'être soumis à la première chambre. Il s'agit des lois de règlement pour les gestions 2008, 2009 et 2010. Que renferment celles-ci? Élément de réponse avec Hamza Toussaï. 2008, 2009, 2010, 3 années successives avec des recettes budgétaires revues à la hausse. 1576,5 milliards en 2008, soit une hausse de 9%. 1622,1 milliards en 2009, soit une hausse de 2,9%. Et 1720,143 milliards en 2010, soit une hausse de 5,9%. Les dépenses budgétaires sont aussi en hausse. 1610,2 milliards en 2008, 1703,8 milliards en 2009 et 1881,526 milliards en 2010. Après la mise à jour des lois de règlement pour ces 3 dernières années, des questions ont été soulevées relatives à la vente du Méridien Président. Monsieur le ministre d'État dira qu'il a été donné en concession à Starwood. Il s'est agi d'arrêter ce contrat et de le céder à un Sénégalais. Il ne s'agit pas de vente, mais plutôt d'un changement de concessionnaire. Du gel des comptes de la Sonatel. Pour ce qui est du gel des comptes de la Sonatel, cela relève de la gestion de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes, habilitée à poursuivre le recouvrement des sommes dues et qui sont entièrement versées au budget de l'État. Et des dettes du Festival mondial des arts nègres. À travers un décret d'avance et une loi de finances rectificative, il a été mis à la disposition de la délégation 15 milliards de francs CFA pour solde de tout compte. Par conséquent, n'ayant pas encore reçu de compte de gestion finale, il ne saurait rectifier si ces dettes ont été apurées. Satisfait des réponses apportées, le Sénat a adopté à l'unanimité les projets de loi numéro 01, 04, 05, 2012, portant loi de règlement pour les gestions 2008, 2009 et 2010. Et on reste au Sénat avec cette session unique 2012-2013. Les membres du Parlement se sont réunis ce matin en vue de modifier le projet de loi constitutionnelle numéro 06-2012 portant modification de l'alinéa 1er de l'article 42 de la Constitution. 2 motifs justifient cette modification. D'abord, améliorer les conditions sociales des artistes et enfin inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution. On retrouve Hamza Toussaï. Vote sans débat de la modification de l'article 42 de la Constitution, des modifications apportées dans le domaine culturel, sur le soutien de ces acteurs, prise en charge des conditions de vie et de travail des artistes et facilitation de l'accès au logement et à la sécurité sociale. Si des artistes ont eu une fin qui n'a pas été des meilleures, ce n'est pas de leur faute, mais c'est parce que les conditions n'ont pas été suffisamment créées. La réhabilitation des nouvelles éditions africaines a été aussi soulevée, point pris en compte par le ministre. Dans le domaine de l'environnement, un nouveau projet de loi a vu le jour. L'État du Sénégal a pris des initiatives majeures pour renforcer la préservation de l'environnement. Le président de la République est dans l'action permanente de protection de l'environnement. L'inscrire dans la Constitution en donne une autre dimension. Pour ce qui est du vote de cette loi qui intervient dans un contexte préélectoral, le ministre dira qu'il n'y a aucune volonté électoraliste de soutien au profit du gouvernement ou du candidat sortant. Satisfait, le Sénat a adopté à l'unanimité le projet de loi constitutionnelle numéro 06-2012 portant modification de l'alinéa 1er de l'article 42 de la Constitution. On parle à présent d'éducation et puis la fin du sit-in du collectif des pensionnaires de l'INEFJA. Les bacheliers de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès ont levé leur mot d'ordre. Cela fait suite à un protocole d'accord avec le cabinet du président de la République. Désormais, la quasi-totalité de leurs doléances sont satisfaites, ce sur instruction du chef de l'État. On fait le point avec Mamadou Sambambo. Nous sommes tombés d'accord parce que l'État a pris des décisions pour le règlement de tous nos problèmes. Vraiment, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lever ce mot d'ordre dès maintenant.
La crise est donc dénouée alors que le mouvement d'humeur du collectif des étudiants non-voyants allait connaître un durcissement jeudi avec un début de grève de la faim. Mais grâce à l'implication du cabinet du président de la République, un accord est finalement décroché à la suite d'une journée marathon de négociations et une cérémonie de signature entrecoupée de réglages et d'arrangements. L'État s'attellera à prendre des dispositions pour normaliser l'orientation des futurs bacheliers non-voyants. Très préoccupés par leur devenir, les bacheliers non-voyants demandaient avec insistance la préinscription des bourses et des visas pour poursuivre leurs études dans des universités à l'étranger, leur pays n'ayant pas les structures adéquates pour les accueillir. Il reste toujours le point de la préinscription, mais alhamdoulilah, on a eu des engagements émanant des personnes de confiance. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes très ravis de sortir de cette réunion avec quelque chose entre les mains. C'est un problème qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui. Mais forcément nous donnerons suite à tout cela. Il y a une absolue nécessité de permettre à ces non-voyants d'avoir vraiment une période, de pouvoir leur permettre de pouvoir se réaliser dans le cadre de leurs études. Un comité est mis en place pour le suivi de cette question. Par contre, toutes leurs doléances matérielles ont été satisfaites. Le cabinet du chef de l'État octroie ce jour 16 février courant un minibus de 30 places, 5 machines à laver de 10 kg, 2 machines à coudre, 10 fers à repasser, 5 ordinateurs fixes, 11 ordinateurs portables. En plus de l'électroménager et du matériel informatique, les pensionnaires de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès sont repartis avec 5 millions de francs CFA, 4 offerts par le président de la République et 1 million de la première dame. Ça caille à Dakar, c'est sûr. Cependant, fait-il plus froid cette année? Les Sénégalais en ont en tout cas l'impression, selon la météo, l'air frais qui souffle sur le continent vient d'Europe. Une situation que notre pays n'avait pas connue depuis les années 80. Ndaya Dadia. Suzanne n'a que son châle pour faire face à ce trop plein de vent qui règne ici à la place de l'Indépendance. Et si en plus les basses températures constatées ces derniers jours persistent, ce n'est vraiment pas bon pour des drépanocytaires comme elle. Pour nous, les drépano, on est un peu... Le froid ne nous convient pas beaucoup. Parce qu'après, on a des douleurs articulaires et tout ça. Il fait très froid. J'ai acheté 2 vêtements très lourds, mais ça ne sert vraiment à rien. Des habits lourds pour se protéger du froid. Ils ont raison les Sénégalais parce que cette année, il fait plus froid que d'habitude. Les températures ont chuté pour avoisiner les 10 degrés Celsius dans certains endroits du pays. Et cela n'avait pas été observé depuis longtemps. Le Sénégal subit ainsi l'influence des vents frais venus d'Europe. Cette situation, devenant de météorologiste, nous ne l'avions pas connue depuis les années 80. Une situation particulière liée à ce qui se passe en Europe. Et cette situation se déverse par un couloir sur l'Afrique. Vous avez entendu parler de la neige aussi en Algérie. Et c'est cette situation qui arrive chez nous, bien sûr à un degré moindre, mais quand même accentue la fraîcheur chez nous et donne des températures très basses. Au contact de l'air sec, des couches nuageuses se forment, ce qui accentue davantage le froid, surtout durant la journée, à cause d'un manque d'ensoleillement. Cet épisode de froid, il est accompagné d'une couverture nuageuse. Alors ça atténue la fraîcheur dans la nuit, puisque la couverture nuageuse constitue ce qu'on appelle un effet de serre. Mais dans la journée, il nous protège des rayons solaires. Il n'y a pas le soleil, donc ça fait encore plus frais. Ces nuages ont d'ailleurs été à l'origine des fines pluies hors saison constatées ces derniers jours. Les frileux devront prendre leur mal en patience, car selon la météo, la fraîcheur pourrait se poursuivre jusqu'en mai. Quelques jours de trêve seront cependant notés d'ici peu, mais les basses températures vont reprendre à partir du 22 de ce mois.
Oui, Dadia, il fait froid à Dakar, mais pour autant, les systèmes financiers décentralisés ne gèlent pas. Cependant, leur gestion pose souvent problème, notamment en ce qui concerne les taux d'intérêt pratiqués. Pourtant, des pas importants ont été franchis, grâce à l'appui des projets et programmes, à l'image du programme d'appui à la lettre de politique sectorielle de la microfinance. Alors que le taux d'usure est arrêté à 27% par la Banque centrale, beaucoup d'institutions s'efforcent à ne pas dépasser les 18%. Au cœur des systèmes financiers décentralisés, c'est une enquête signée Eurosar. Décriée par les uns, jugée exorbitante par les autres, acceptée souvent par défaut, l'allocation de l'argent au taux d'intérêt pratiqué par les systèmes financiers décentralisés pose souvent problème. Et pourtant, les SFD gardent en mémoire leur double mission. Il faut certes assurer la pérennité du service par une bonne gestion financière, mais il ne faut pas oublier non plus que la mission sociale demeure prépondérante, sans quoi la microfinance ne serait plus la microfinance, car sa mission originelle est d'aider les populations déshéritées à accéder au crédit. Les institutions qui ont atteint un certain niveau de développement doivent songer désormais à réduire le taux d'intérêt. On ne peut pas aller juste de capitalisation en capitalisation, on doit faire partager le bénéfice de cette croissance à la clientèle. Et c'est ça le défi de l'association professionnelle et de l'ensemble de ses membres. C'est pour appuyer les mutuelles à mieux prendre en compte leur mission sociale et à se rapprocher des couches déshéritées en zone rurale et périurbaine que le ministère de l'entrepreneuriat féminin et de la microfinance a mis en place plusieurs projets et programmes, parmi lesquels le programme d'appui à la lettre de politique sectorielle de la microfinance PALPS. Notre appui cible les SFD pour que ces institutions de microfinance appuient les populations à la base. Dans sa démarche, le PALPS signe des contrats de performance avec les mutuelles et les réseaux auxquels il apporte assistance technique et matérielle, y compris des lignes de crédit. On ne peut pas comparer la vente au gros et la vente au détail. Et c'est valable dans les institutions de microfinance. On ne peut pas comparer les taux des institutions de microfinance avec les taux des banques. Ils sont grossistes, on est détaillants. Je pense qu'il y a de façon très imagée. C'est pourquoi cette question de taux doit être comprise. Que les institutions doivent être viables, mais doivent veiller à ce que leur inefficacité ne soit pas transférée sur les clients. Et c'est vrai que plusieurs SFD ont fait des pas importants pour abaisser les taux de location de l'argent. Ces efforts ont été reconnus par plusieurs clients, influencés, il est vrai, par la réduction des distances pour épargner, demander du crédit, domicilier un salaire ou envoyer de l'argent. Taux de remboursement est bon, mais ce que nous c'est plus rapproché par rapport aux autres banques. Moi, je suis la préférée. Alors que le taux d'usure de la microfinance est fixé par la Banque centrale à 27%, plusieurs SFD ont des taux d'intérêt qui tournent autour de 10 à 18% selon la nature et la durée des prêts. Mais nul doute que si la progression des SFD continue, la professionnalisation en cours facilitera leur intégration au système financier global. Dès lors, l'allocation de l'argent au sein des structures de microfinance coûtera bien sûr moins cher. De plus, les programmes d'éducation financière et de protection des consommateurs en cours permettront aux clients de mieux choisir leur taux d'intérêt grâce à la liberté de faire du shopping financier à l'image des menus à la carte offerts par les restaurants. Et santé et finances font-ils bon ménage? À coup sûr, oui. Et ce soir, justement, on s'intéresse au projet de renforcement du système de la santé, un programme mis en place grâce au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ce mécanisme va permettre, par exemple, une bonne gestion des importantes ressources financières. La division SIDA-IST a organisé un atelier à l'intention des gestionnaires afin d'améliorer l'état des justificatifs financiers. Omar Diaw, vous nous en parlez. Principal bénéficiaire du projet de renforcement du système de santé, la division SIDA-IST a convoqué ses gestionnaires à cet atelier de validation des justificatifs financiers du RSS. Tant que c'est utile, nous allons le reprogrammer pour une autre session. Et on le fera chaque semestre jusqu'à ce qu'on épuise encore les thèmes que nous devons partager. Et ce sera également l'occasion d'apprécier le niveau d'atteinte des recommandations.
Les importantes ressources financières mises à la disposition du projet exigent une bonne gestion. La rencontre a permis de partager les problèmes de la qualité des pièces justificatives des uns et des autres à travers des groupes de travail. Chaque groupe va travailler sur les dossiers d'autres personnes qui ne sont pas membres du groupe, afin d'identifier quelles sont les insuffisances liées à la qualité des pièces justificatives. La maîtrise du système d'information est nécessaire pour bien collecter, traiter et remonter les données. La présence de planificateurs n'est pas superflue. Recenser les équipements qui existent, la date d'acquisition de ces équipements, l'état de ces équipements, tout planificateur peut le faire. Peut-être que ce n'est même pas dans ses missions, mais il peut aider un district à le faire. Les participants sont ressortis satisfaits de cette rencontre de quelques jours. Nous avions d'énormes difficultés pour gérer au mieux les fonds qui étaient mis à la disposition et des gestionnaires des régions et des districts. Mais aujourd'hui, au sortir de cet atelier, je vous assure que tous les gestionnaires des régions médicales sont censés gérer les fonds du RSS dans les meilleures conditions. Nous avons vraiment acquis beaucoup d'expérience sur les pratiques de normes de gestion et sur le système d'information du RSS. Le projet RSS vient en appui au système de santé national dans l'offre de services et le relèvement du plateau technique. Le recrutement de nouveaux personnels fait aussi partie de ces actions. Les multiples opérations financières du RSS doivent avoir de solides justificatifs. À présent, une fenêtre sur le monde qui nous mène au Mali, puisque la rébellion s'y intensifie, notamment dans le nord du pays. Les rebelles Touaregs ont tenu à préciser ceci, ils n'ont aucun lien avec les groupes djihadistes. Les combats, par ailleurs, se poursuivent sur le terrain. C'est l'ancien président du conseil régional de Kidal. Il est aujourd'hui le porte-parole du mouvement national de libération de l'Azawad. Depuis Paris, Hamad Ahmed nie tout lien entre les djihadistes et la rébellion Touareg qui combat actuellement l'armée malienne dans le nord du pays. Mais il reconnaît que parmi les combattants du MNLA figurent une cinquantaine d'anciens membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique admis. On les avait récupérés et aujourd'hui ils font partie du mouvement. Donc on est loin de ce qu'on est en train de dire qu'il y avait des salafistes, qu'il y avait des terroristes. Les terroristes on les connaît, on connaît leurs chefs, on sait où ils sont et ce qu'ils font tous les jours. Et ils ont l'habitude de cohabiter avec l'armée malienne à 10 km, personne n'en parlait. Le lendemain, des opérations similaires. Dans ces localités encerclées sur la carte, les combats intenses se poursuivent en ce moment, d'après le mouvement national de libération de l'Azawad. La rébellion Touareg affirme avoir mis en déroute les forces gouvernementales maliennes. Et là, nous avons aussi fait 8 prisonniers de l'armée malienne qui sont toujours à notre possession, comme aussi à Ménaka aussi, nous avons aussi 13 militaires de l'armée malienne qui sont toujours aussi à notre possession. À Bamako, les nouvelles venant du front sont accueillies avec tristesse. Dans cette famille, on pleure un jeune officier tué pendant ou après les combats. L'ami du soldat mort est particulièrement remonté contre les rebelles Touaregs. C'est des Maliens comme nous, et ceux qui ne veulent pas croire qu'ils sont des Maliens comme nous, on les combat une bonne fois pour toutes. Cette situation de rébellion doit être soignée une bonne fois pour toutes. Plusieurs dizaines de soldats et de rebelles ont déjà péri depuis l'éclatement des violences il y a un mois jour pour jour dans le nord du Mali. Ces photos évoquées dans un rapport publié par Amnesty International témoignent de l'horreur et de la gravité de la situation. Le reste de l'actualité sur le continent, au Nigeria, la prison centrale du pays a été attaquée mercredi par une vingtaine d'hommes armés. Bilan, un gardien tué et 119 prisonniers évadés. Une actualité en bref sous forme de télégrammes illustrés. Portes arrachées, murs défoncés, traces de tirs. La prison de Kotu-Karfe dans le centre du Nigeria a été attaquée mercredi par une vingtaine d'hommes en armes. Un gardien a été tué et 119 prisonniers ont pu s'échapper. Un seul est resté sur place. L'action a été revendiquée par la secte islamique Boko Haram qui voulait libérer une dizaine de militants. Ces radicaux islamiques sont en guerre contre le pouvoir central d'Abuja et multiplient les attaques. Près de 5000 mineurs ont bloqué les routes menant à la mine de platine de Rustenburg et se sont opposés violemment aux forces de l'ordre. Une personne a été tuée et plusieurs arrêtés.
Ces mineurs sont mécontents de l'accord signé entre les syndicats et la direction du groupe Impala Platinum qui met fin à 1 mois de grève et au licenciement des 17 000 salariés. La situation reste très tendue et le groupe se plaint de pertes financières consécutives à ce conflit social. Je suis très heureux. Sans surprise, le président ivoirien Alassane Ouattara a été élu à l'unanimité président de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Cette élection marque ainsi le retour de la Côte d'Ivoire secouée par une longue crise post-électorale sur la scène régionale. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Abuja devaient également étudier la situation préoccupante au Sahel ainsi que l'augmentation des actes de piraterie dans le golfe de Guinée. Parlons maintenant de la violence en Syrie. Elle s'intensifie, 4 roquettes par minute. C'est le rythme des bombardements sur la ville de Homs, selon des informations de l'opposition. Pour elle, le régime de Bachar al-Assad se déchaîne sur cette ville pour réprimer la population insurgée. Les forces de Bachar el-Assad se sont déchaînées ce vendredi contre la ville rebelle de Homs en procédant aux bombardements les plus violents depuis 2 semaines. Au rythme de 4 roquettes par minute, selon l'opposition, le régime a poursuivi son opération de dévastation de la ville en guise de châtiment de la population insurgée. Et toutes nos excuses pour cet élément, on y reviendra certainement avant la fin de cette édition et on continue l'actualité. On revient d'ailleurs au Sénégal, mais on passe d'abord par la France. En France, où les Sénégalais lancent un appel à la paix par la voix de l'association Les Chants du Cœur. C'était au cours d'une conférence dont l'objectif était de sensibiliser les décideurs et leaders sur l'importance de prêcher la paix dans le monde et surtout au Sénégal en cette période électorale. Claire Diop. Non à la violence sociale et politique au Sénégal en cette période de campagne électorale. Une position commune. Non à la violence sociale et politique au Sénégal en cette période de campagne électorale. Une position commune à tous ces hommes et ces femmes de la diaspora sénégalaise de Paris. Le cri de cœur est ainsi lancé pour la paix au Sénégal et dans le monde. L'initiative est de l'association Les Chants du Cœur. Les membres se sont réunis pour tirer la sonnette d'alarme sur la situation qui prévaut actuellement au Sénégal. Ils en appellent à la responsabilité de tout un chacun pour la paix dans le pays, notamment les personnalités politiques, religieuses et coutumières, à œuvrer pour un retour au calme et à la sérénité. L'association Les Chants du Cœur regroupe des hommes et des femmes épris de paix et de justice. La structure s'est fixée entre autres missions la promotion de la culture pour un développement économique et social durable. Des activités sociales, économiques et culturelles sont organisées par l'association pour collecter des fonds et financer des projets. Cette grande manifestation de Paris a été placée sous la présidence effective de Sokhna Oumou Khayrissi Ibn Abdul Azizi Dabakh, de Sokhna Bali Ibn Sokhna Maïmounatou Mbacké Ibn Khadimou Rassoul. D'autres personnalités politiques ont également pris part à ces échanges. Seul credo, œuvrer pour une paix pérenne au Sénégal. La page culture de ce journal revient sur le décès de la comédienne Aïda Camara. La pensionnaire de la troupe d'arrêt Coach est décédée à Diourbel des suites d'une longue maladie qui l'avait d'ailleurs poussée à se retirer de la scène depuis plus de 5 ans maintenant. Sa disparition crée un vide profond au sein de la troupe qu'il a révélé au grand public au début des années 90. Oumindour nous en parle. Cette scène de Yao est la dernière apparition de Aïda Camara dans un téléfilm de la RTS. C'était en 2004, mais la magie de la rediffusion donnait l'illusion qu'elle était encore sous les feux des projecteurs. Et pourtant, depuis 2005, sa maladie l'avait poussée à retourner vivre auprès de sa mère à Diourbel. C'est là qu'elle vient de s'éteindre en toute discrétion, comme elle a toujours vécu. Et les gens n'ont été au courant de sa maladie qu'à son décès. Ce qui signifie qu'elle a été digne, qu'elle a été discrète
jusqu'à sa mort. Parce qu'elle n'a jamais voulu que sa maladie soit divulguée. Elle n'a jamais voulu qu'on organise un téléthon ou bien des quêtes pour lui venir en aide. Et Dieu sait que sa maladie a coûté très très cher. Abdelmadiaï fait partie de ceux qui ont guidé les premiers pas de Aïda Camara dans la profession. Les Sénégalais découvrent ainsi sa frimousse en 1990 dans le dernier épisode du feuilleton Un DG peut en cacher un autre de la troupe d'Arey Kocc. Depuis, elle s'est imposée comme une comédienne hors pair. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que la rumeur en avait fait à tort la fille du comédien Abou Camara. Mais le talent de Aïda Camara n'était pas dû à un quelconque legs génétique. Il était tout simplement inné. Elle s'est toujours acquittée à merveille des rôles qu'on lui confiait. Elle n'a jamais déçu. C'était une grande comédienne. C'était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Et sans réfléchir, on pouvait lui confier des rôles principaux. De cette mère de 2 enfants disparue à 46 ans, ses proches garderont également le souvenir d'une femme pieuse. C'est pas seulement parce qu'elle est décédée aujourd'hui que j'apporte ce témoignage, mais c'est la pure vérité, une vérité que je peux jurer la main sur le Saint-Coran. Aïda ne ratait jamais des heures de prière. Et pour le grand public, on n'oubliera pas celle qui nous a fait pleurer dans Joey Hall, qui nous aura sensibilisés sur les travers de notre société dans de nombreux autres rôles. Mais l'image qu'elle voulait qu'on garde d'elle, disent ceux qui l'ont connue, est celle de la Aïda Camara qui nous aura fait rire jusqu'aux larmes, tout en nous faisant faire une introspection. N'est-ce pas là le but premier du théâtre populaire qu'elle aimait tant? Merci Milou pour ce rappel et on accueille sur ce plateau avec beaucoup de plaisir Elhadj Thierno Dramé puisque c'est l'heure de Week-end Sport. Bonjour, bonsoir Thierno. Bonsoir Nafi. Comment ça va ce soir? Très bien. Alors on aura de la pétanque, beaucoup de football. Oui. On commence d'ailleurs par le football puisque tu nous parles de la publication de cette liste des joueurs donc en direction du match contre l'Afrique du Sud. Oui, les Lions du Sénégal vont rechausser les crampons. Ils affrontent les Bafana Bafana. C'est le 29 février prochain en Afrique du Sud. Le staff technique qui assure l'intérim a publié une liste de 23 joueurs. Karim Sega Diouf et Alioune Cissé n'ont retenu que 9 des 23 joueurs qui ont disputé la CAN. Le reste est composé de jeunes joueurs, des Bleus et bien sûr d'Olympique. Voici la liste des 23 joueurs avec Pape Biram Bigueniaï. Une nouvelle génération de footballeurs fait son apparition en sélection. Un tournant complexe, voire compliqué, après l'échec d'Oubata. De nouveaux visages comme celui de Ricardo Fati, qui va retrouver le grand frère Doudou Jacques, un des rares escapés de la CAN retenu par le staff intérimaire. Ils sont 9, le vice-capitaine Kader Mangan, les 2 gardiens Koundou, les Radim, qui retrouvent Momo Djamé, Charmeng, Papis Demesissé, Ndiaydem et Damdouy. À leur côté, 4 joueurs vont enfiler la tunique nationale pour une première fois. Pape Gueye, le défenseur de Métalliste en Ukraine, le milieu de terrain d'Anderlecht, Cher Kouyaté, qui était aux portes de la sélection belge. Il y a aussi l'attaquant du FC Malines, toujours en Belgique, Boubacar Djaliba Djabang. Sans oublier Ricardo Fati. C'est aussi les retours en sélection de Mambiram Diouf, Matar Toun et Idrissa Gana Gueye, les oubliés de la CAN 2012. Et dans cette sélection, l'équipe nationale olympique se taille la part du lion, avec des cadres comme Ibrahima Baldé, l'attaquant vedette de Osasuna en Liga espagnole, le solide défenseur d'Académica dans l'élite portugaise, Abdoulaye Ba, l'attaquant Moussa Konaté, le goléador du Maccabi Tel Aviv en Israël. Sans oublier les 2 défenseurs Pape Ndiaye Souaré de Lille et Zarko Touré de Bologne en France, et le nouveau meneur de balle de Sandal de Norvège, Stéphane Badji. Bref, il s'agit de réussir une transition difficile, un virage périlleux, pour bien rebondir en juin 2012. Vu le duo Karim Sega Diouf Aliou Cissé donc qui sort de son chapeau de magicien, et bien la jeune pousse, on espère qu'elle fera meilleure fortune, cette jeune pousse, meilleure fortune que les aînés. On reste d'ailleurs avec les aînés puisque on en parle encore des conséquences de cette 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est sous la forme de brève. Oui, à propos donc de l'équipe nationale de football, il faut retenir qu'au classement FIFA, les Lions ont perdu 25 places. Le Sénégal est ainsi rétrogradé à au 68e rang au plan mondial.
Sénégal est à la 16e place au plan africain. C'est la dure conséquence de l'échec de la CAN avec 3 défaites de rang. Avant la CAN, les Lions étaient 43e mondial et 4e au plan africain. Et puis retenez également que l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas occupent le trio de tête. Tout ceci n'est pas bien sûr bon pour le moral. Mais bon, allez, un peu d'entrain puisqu'on parle de la petite catégorie, toujours football. Oui, le football toujours, donc les petites catégories. La directrice de la télévision nationale, Nyanya Sidibé, est la marraine de la 7e édition du tournoi de football destiné donc aux jeunes footballeurs, aux jeunes talents. Il va se jouer ce dimanche 19 février au terrain du groupement national des sapeurs-pompiers de Dieuppeul. Voici à ce propos Michel Stéphane, l'entraîneur de l'école de football Marzin Sport, organisateur du tournoi. Il est au micro de Diana Badia. Le sens de ce tournoi, il est pour développer la petite catégorie dans le football et surtout promouvoir cette petite catégorie qui n'est pas toujours mise en avant du sport. C'est comme tous les ans, on invite une marraine ou un parrain de la RTS pour aider, pour collaborer et aider notre structure. Et bien c'est la 7e édition du tournoi de la RTS, en l'honneur de la RTS, qui va être dont la marraine est la directrice Madame Nyanya Sidibé de la RTS, qui viendra dimanche 19 marrainer ce tournoi qu'on organise tous les ans. Allez, donc tous demain, dimanche, pour soutenir à la marraine de cette compétition, en l'occurrence la directrice de la télévision Nyanya Sidibé. Allez, maintenant, pétanque et là, Tierno Dramé, puisqu'on parle de la 5e journée du championnat de Kaolack. Et la 5e journée qui a été disputée à Kaolack dimanche dernier. La victoire est revenue à la doublette Babakardien de la Renaissance de pétanque de Saint-Louis et Youssef Hachem du Sporting Club de Dakar. Le jet de bouchon du tournoi a été effectué par Ndeye Khadi Diop, ministre d'État. Commentaire Alioune Badarakan. Une centaine de boulistes au rendez-vous. C'est une participation record à l'occasion de la 5e journée du championnat national de pétanque disputée dans la capitale du Saloum, Kaolack. Un honneur pour les Saloum qui réaffirment plus que jamais leur soutien à la grande famille. Boulistes. Je serai toujours aux côtés de Saloum Bull Club, mais surtout aux côtés des boulistes de Bongré, puisque c'est mes voisins et nous partageons beaucoup de choses dans ce quartier. Et véritablement, à chaque fois qu'ils ont eu à faire appel à moi, j'ai essayé tant soit que peu de venir répondre à leur invitation, et je continuerai de faire la même chose, puisque véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous partageons beaucoup de choses. Donc, vive les boulistes de Kaolack, vive les boulistes du Sénégal, et que ce sport va de l'avant. Revigorés, les boulistes ont rivalisé d'adresse. Au finish, Babakardien de la Renaissance pétanque de Saint-Louis et Youssef Hachem du Sporting Club de Dakar ont disposé de Yann Ndiaye et de Mamadou Konati de Saint-Louis Pétanque Club. Ce tournoi est qualificatif pour les prochains championnats du monde prévus à Marseille au mois d'octobre prochain. Et Aline Badarakan qui nous promet de nous dire le week-end prochain, en l'occurrence vendredi, combien pèse une boulette ou une boule de pétanque. Et là, mais pour terminer, des annonces. Oui, des annonces avec la pétanque toujours, la 6e journée du championnat national. Il est également qualificatif pour les prochains championnats du monde prévus en 2012. Ce sera à Marseille, la 6e journée donc qui va se dérouler ce dimanche à Saly Portudal. Les compétitions vont se jouer en triplette choisie. Le tournoi verra la participation de l'équipe de Monaco et le jet de bouchon va être effectué à 10h30 par Ndiouga Saho, directeur général de la SAPCO. Et puis on termine avec les courses hippiques ce dimanche à l'hippodrome municipal de Thiès à partir de 16h. 54 chevaux seront en piste dans 5 catégories, les poulains de 2 ans, de 3 ans, les Foutanké, les Narougour et les Mbayam. Dans la catégorie des Narougour, on suivra le duel entre 3 ténors, Bidéo Bougnoul, Tali Talbouyalatal et toi et moi. Voilà. Bon, aussi des noms que tu nous décortiqueras là, pour le prochain Week-end Sport. En tout cas, merci Ella Chirnomramé pour ces informations toutes sportives.
très bonne soirée. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Retrouvez donc la deuxième partie du journal de la campagne avec Seynabou Diop Sow dès 21h. Et l'édition de ce soir vous sera présentée par Ibrahima Mboup. Demain, n'oubliez pas vos rendez-vous politiques le matin et l'après-midi, respectivement Giancarlo et Point de Vue, respectivement avec Aurélien Préra et Oumar Ning. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.